Est-ce que la crise est déjà arrivée? Les Russell 2000 à ce moment est à moins 18%, l'S&P 500 à moins 10%, les CAC 40 à moins 9% et les CAC Mid-Small à moins 19%. Comment réagir dans un marché baissier et surtout comment gagner de l'argent dans ces scénarios? Bienvenue à cette vidéo. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers. Cette chaîne, Club des valeurs, elle est faite pour les investisseurs de long terme. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons pour recevoir les prochaines notifications. Et likez pas encore la vidéo, mais si cette vidéo vous ajoute de nouvelles connaissances, je vous invite à cliquer sur les boutons like et aussi, pourquoi pas, partager les liens de cette vidéo avec vos amis. Avant de parler des opportunités, c'est très important de connaître les raisons de la baisse. Pourquoi ça baisse et quelles sont les opportunités qu'on peut tirer à partir des informations qu'on a justement de cette baisse. Il faut pas oublier que les marchés ont commencé à rester un peu instables en 2018, 2019, même avant la pandémie. C'était quand les gouvernements américains ont commencé à attaquer économiquement les gouvernements chinois. Trump avait annoncé qu'il allait arrêter de faire du commerce avec la Chine comme c'était fait pendant plusieurs décennies. Ça a causé une énorme instabilité dans les marchés, mais c'était la pandémie qui a causé la plus grosse crise récente. Pour récupérer l'économie et surtout avoir des aides pour tout le monde, les gouvernements américains ont eu besoin d'imprimer beaucoup d'argent. Ça datait déjà depuis les années de 2012, mais pendant la pandémie, les gouvernements américains ont imprimé comme jamais des dollars. C'est connu que l'impression d'argent fait augmenter l'inflation. Ça veut dire les prix moyens des produits et services. Il ne faut pas oublier non plus qu'après la pandémie, une fois que les marchés ont commencé à être un peu plus ouverts, les gens ont pu commencer à dépenser un peu plus. Donc la consommation a augmenté, ce qui augmente aussi l'inflation parce qu'il y a une demande beaucoup plus élevée que les produits qui sont offerts dans les marchés. Dans ces graphiques ici, vous pouvez voir qu'en 2020, l'inflation était dans la moyenne entre 1 et 3% aux États-Unis, mais ensuite ça a augmenté jusqu'à la fin 2022 à 8%. À ce moment, l'inflation est un peu plus stable, mais la baisse vers la direction des 3 ou 4%, ça va dépenser encore quelques semestres. Même dans cette image, vous pouvez voir la phrase de Bruno Le Maire: les taux d'intérêt ne baisseront pas dans les mois à venir. Donc ça, c'est la réalité financière qu'on a maintenant. Bon, et pourquoi on parle des taux d'intérêt? Parce qu'une des variables que le gouvernement peut jouer pour essayer de diminuer l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Donc ça veut dire que pour emprunter et faire un crédit, ça devient plus cher. Mais surtout, les gouvernements veulent dire pour les gens, écoutez, c'est plutôt préférable d'épargner maintenant que de dépenser. Comme ça, les gouvernements essayent de diminuer la consommation, ce qui va diminuer l'inflation. Donc c'est ça l'objectif d'augmenter les taux d'intérêt quand l'inflation est plus élevée aussi. Récemment, on a plusieurs conflits qui arrivent dans le monde entier et ça touche énormément aussi les attentes de marché. Mais est-ce que l'investisseur de long terme doit s'inquiéter? Qu'est-ce qu'on a comme données historiques des baisses de marché et qu'est-ce qu'on a comme données des hausses? Est-ce que les périodes baissières sont même bienvenues ou pas? C'est ça qu'on va analyser maintenant. Regardez ces graphiques qui datent depuis 2010 jusqu'à la fin 2020. Vous avez plusieurs baisses de 16%, 19%, 9%, 17% à cause de plusieurs variables économiques et des crises qu'on a dans les marchés. Et dans la partie du bas du graphique, vous avez l'indice de volatilité. Donc ça veut dire c'est la mesure de la montagne russe de marché. Si on peut résumer comme ça, c'est la manière la plus pédagogique. Donc si la volatilité est plus élevée, donc ça veut dire que les marchés sont plutôt incertains. Ça peut baisser rapidement, ça peut monter rapidement. Mais regardez que sur ces graphiques des 10 ans, plutôt 11 ans, vous avez plusieurs baisses des 10, 12, 16%, mais les marchés, il a fait x3. Donc une multiplication de plus de 200% dans la même période que les marchés aient baissé plus de 7 fois. À nouveau, sur les courts termes, les marchés peuvent baisser, mais à long terme, les marchés, il a une seule direction, c'est vers les hauts. Les marchés boursiers, il va rassembler les sociétés qui représentent une partie de l'économie. Et les indices boursiers comme l'S&P 500, qui c'est un panier d'actions avec les 500 plus grosses sociétés de marché américains, ces paniers, il est composé dans la majorité du temps par des sociétés qui sont gagnantes, car les sociétés qui font faillite vont quitter cet indice. Donc, dans l'S&P 500, comme dans les CAC 40, on a une représentativité des sociétés qui sont gagnantes sur les longs termes. Mais qu'est-ce qui peut arriver sur les courts termes? Dans cette image, vous allez voir les 15 pires jours d'investissement depuis 1950. Par exemple, le 19 octobre 1987, donc de la première ligne, l'S&P 500, l'indice américain, il a perdu 20,5%. Et nous sommes intéressés à savoir qu'est-ce qui arrive avec les marchés une année d'après. Parce que si nous sommes des investisseurs de long terme, sur les courts termes, les crises peuvent être
une opportunité. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les marchés après les baisses? Après une année, les marchés, il avait monté déjà 23%. Ensuite, les 16 mars 2020 et les 12 mars 2020, on a eu des baisses des moins 12 et moins 9. Et où les marchés l'étaient l'année d'après, il était à plus 40% par rapport à la valeur de l'année précédente. Donc ici, vous allez voir la liste des 15 baisses importantes qu'on a eues dans la bourse. Et les résultats après, c'est toujours de la hausse. En moyenne, les pires jours de la bourse, on a une baisse des 8,8%, mais une récupération une année d'après des 24%. Ces graphiques ici, j'ai déjà montré plusieurs fois, montrent l'historique de la bourse depuis des siècles. En considérant la crise des 29, la première, la deuxième guerre mondiale, la fin de l'étalon or, donc ça veut dire la correspondance entre l'or, la quantité d'or et la quantité de dollars dans les marchés, la crise des tigres asiatiques, les débuts de l'euro, aussi la crise des bulles de l'internet, la crise des subprimes, la crise européenne avec la Grèce, la pandémie mondiale, bref, tout ça s'est atténué et ça devient rien si on regarde sur le long terme. Les marchés boursiers a pris 6,9% en moyenne annualisée depuis des siècles et ça sera toujours le cas. Comme j'avais dit, les marchés il est intrinsèquement gagnant sur les longs termes. Il y a une étude super intéressante que j'ai déjà montrée sur un autre live, mais cette étude elle a été actualisée récemment. Donc je vais vous montrer ici une étude qui montre quelle est la période d'investissement qu'un investisseur de long terme doit rester investi pour assurer une rentabilité positive. Cette étude elle a été faite par Capital Group, il s'appelle It's Time, Not Timing What Matters. Donc ça veut dire que c'est le temps, pas les timings, pas les moments précis d'investir. Donc le plus important c'est de rester le plus longtemps possible investi à la place d'essayer de deviner les bons timings pour commencer. Cette étude elle a été faite entre 1929 et 2022 et je commence en vous montrant la période d'investissement d'un an. En imaginant que quelqu'un a fait un investissement seulement d'une année, 1er janvier jusqu'au 31 décembre, d'une année au pif, entre 1929 et 2022. Cette personne, elle a eu 69 années positives et 25 années négatives. Donc ça veut dire qu'elle avait une probabilité de 73% de sortir positive si elle avait seulement un an d'horizon d'investissement. Entre 1929 et 2022, avec un horizon de 5 ans d'investissement, donc ça veut dire en commençant en 1929 jusqu'à 1933, donc 29, 30, 31, 32, 33. Donc des 30 à 34, des 31 à 35. Donc en faisant des périodes de 5 ans jusqu'à arriver en 2022, la probabilité de sortir positif avec un investissement sur l'S&P 500 était de 88% positive, contre 12% des périodes négatives. Et si on augmente cette période sur 10 ans d'investissement, vous allez trouver une probabilité de réussite de 94% contre 6% des périodes des 10 ans négatives. Et cette période négative, elle arrivait seulement pendant les périodes des guerres et 1929 avec la plus grosse crise de l'histoire. Mais il y a une étude encore plus complète de BlackRock qui considère la période d'investissement des 15 ans. Et avec une période d'investissement des 15 ans, la probabilité de sortir positif de l'investissement, c'est 99,8%. Et ce que c'est encore plus cool, c'est que ça, on considère la diversification sur le marché américain. En faisant un portefeuille européen plus américain, ou sinon avec un ETF monde, il n'existe pas une seule période des 10 ans où l'investisseur ne sort pas positif avec des achats réguliers. Je ne vais pas rentrer trop dans la mathématique, mais ces graphiques ils montrent la probability density, donc la densité des probabilités. Et ce que vous avez ici en orange, tout plat en bas, c'est la période d'investissement d'un an. Ça veut dire quoi ces graphiques? Que si vous avez une période d'investissement d'un an, les marchés simplement peuvent avoir une crise, peuvent avoir une guerre qui éclate dans les marchés. Et donc, vous pouvez faire soit une rentabilité des moins 20, moins 30 parce qu'il y a la crise qui arrive au pire moment quand vous commencez à investir, ou sinon les marchés peuvent être très haussiers dans cette année. Donc ça veut dire que vous avez une probabilité de réussir ou sinon de perdre de l'argent plus élevée que quelqu'un qui investit pendant une période de 10 ans. C'est justement ces pics en jaune que vous avez ici. Si vous investissez avec une période de 10 ans, vous avez plutôt une probabilité de faire des 4 à 20% positifs par an. Ça montre que l'investissement de long terme, ça paye bien et donc vous devez toujours garder la mentalité d'investisseur de long terme. Mais qu'est-ce que l'investisseur moyen il fait à ces moments? L'investisseur moyen, il est en train de vendre des bons actifs. L'investisseur moyen, il est un mauvais investisseur. En fait, la majorité des gens qui sont dans la bourse, ils n'ont pas de stratégie d'investissement, ils n'ont pas de bonne mentalité, ils ne savent pas comment manager un portefeuille. Les moments de renforcer, les moments d'accepter la perte, les moments d'acheter. Donc, ici, vous allez regarder une étude faite par Bryant Evans. Il dit « Investors selling what they love ». Ça veut dire que les investisseurs sont en train de vendre des actifs, par exemple aux États-Unis, ils sont en train de vendre Coca-Cola, Johnson & Johnson, des actifs qu'ils aiment bien. C'est comme les Français qui sont en train de vendre Louis Vuitton, Kering, Total, etc. parce que ça baisse un peu. En fait, les gens vont vendre des actifs quand ça baisse, mais ils savent même pas pourquoi ça baisse. Ou sinon, ils n'ont même pas réfléchi par rapport aux investissements de long terme. Sur l'immobilier, l'objectif, c'est pas d'avoir un bien immobilier, peut-être avoir 2, 3, faire de l'accumulation de capital. Dans la bourse, c'est la même chose. Vous voulez accumuler du capital, avoir chaque fois plus d'actions. Mais pourquoi les gens vont vendre des actifs
actifs simplement parce que les prix sont en train de baisser sur les courts termes. Si vous voulez avoir des actifs sur les longs termes, vous devez avoir les maximums possibles d'actifs. En fait, la liquidité, l'effet de négocier et pouvoir vendre des actifs à chaque minute, ça va biaiser la majorité d'investisseurs. C'est pas parce que les autres pensent que ça doit baisser ou un fonds d'investissement fait la vente d'un actif et les faire. Vous avez un objectif différent des autres investisseurs. Et surtout, si vous êtes un investisseur avec une bonne stratégie, vous savez que les baisses, c'est une excellente opportunité de gagner chaque fois plus d'argent et même de devenir riche plus rapidement. Je suis sur YouTube français depuis 2019 et toujours je parle la même chose. En 2020, en 2021, en 2022. À chaque baisse de marché, je viens ici et je vous montre des études qui montrent que ça vaut la peine d'investir sur le long terme. Et c'est justement pour ça que je suis ici. Et mon portefeuille dans ma communauté d'investissement bat les marchés. Et ça montre que tout ce que je vous explique dans la théorie, ça fonctionne dans la pratique. Il y a un indice qui s'appelle Fear and Greed Index. Vous allez voir sur l'écran maintenant. Ça montre en fait une échelle qui va nous dire si le marché il est pessimiste ou il est optimiste. Vous avez donc qu'à ces moments nous sommes au niveau 25. Donc c'est paire extrême en fait. Les marchés à paire. Donc tout le monde panique. Et quand tout le monde panique, c'est vraiment les bons moments d'acheter des bons actifs. Pendant que les gens vont faire la vente des excellents actifs à un bon prix parce qu'ils savent même pas pourquoi ils ont des bons actifs, donc ils sont en train de les vendre. Nous, les investisseurs intelligents, nous allons renforcer les excellents actifs et vont nous assurer une rente passive ou une plus-value très importante dans les futurs. Parfois, la bourse, elle est contre-intuitive. On veut payer pas cher et on veut vendre plus cher. Mais ce que les gens ils font, c'est qu'ils achètent en fait un prix élevé et ils vont vendre moins cher. Regardez les Nasdaq. Entre les années 2000 et 2010, les marchés il était un peu plat parce qu'il était en fait un marché entre deux crises, la crise de 2001 et la crise de 2008. Il y a une deuxième période ici en bleu, c'est la période de 2010 à 2020, une période de 10 ans de hausse. La majorité des gens allaient choisir en fait d'investir sur la deuxième période, la période haussière. Avec des achats réguliers, évidemment, tout le monde ici allait gagner de l'argent. Mais tout le monde qui a fait des investissements lourds pendant la première période, ils ont multiplié leur montant d'argent par 3 ou 4 parce qu'ils avaient un montant d'argent assez élevé pendant la période ici en rouge qui avait multiplié par 3 ou 4 dans la période suivante. Les plus intelligents, c'est toujours de renforcer chaque fois plus pendant les périodes baissières. Parce qu'ensuite, quand la période de hausse va arriver, on va multiplier ces montants déjà investis. Et une chose que je comprends jamais, c'est que si vous avez une période de 20 ans d'horizon d'investissement, 30 ans, pourquoi vous commémorez quand la bourse elle monte? En fait, vous devez commémorer quand la bourse elle reste plate ou même elle baisse. Pourquoi vous voulez, à chaque achat mensuel, payer plus cher sur des actions? Ce que vous voulez, c'est payer les moins chers possibles, mais que d'ici 20 ans ou 30 ans, ça monte les maximum possible. Donc pendant les 5 premières années d'investissement, 10 premières années d'investissement, vous devriez souhaiter de voir la bourse couler pour accumuler les maximums d'actifs et d'actions à un prix abordable. Et donc chaque baisse de 15, 10, 20% qu'on a à chaque année dans les marchés, c'est une excellente opportunité pour accumuler du montant qui va devenir à 2, 3, 4, 5, 10 fois plus élevé dans les futurs. Et moi, j'ai déjà passé par une période comme ça quand j'ai commencé à investir en 2011 au Brésil. Entre 2011 et 2015, les marchés brésiliens étaient baissiers. Tout ce qu'on achetait, ça baissait. Même les bonnes sociétés. Le Brésil passait par une période politique compliquée et donc pendant cette période, n'importe quel actif faisait que baisser. Mais ça m'a donné une expérience extraordinaire parce que la patience la paye très bien. Après 4 ans de baisse, les marchés brésiliens s'est multiplié par 3 parce que c'est ça qu'ils méritaient depuis le début. Les sociétés ont monté leurs revenus, ils ont monté leurs résultats nets, mais la bourse baissait parce que tout le monde était pessimiste. Donc, tous les montants que j'ai accumulés pendant 4 ans s'est multiplié par 3 ensuite. Ce qui montre que vous devez avoir une mentalité toujours des long terme et pas des court terme. À ces moments dans les marchés, on a des sociétés comme InMode, que vous voyez sur mon écran, qui a baissé des 60% presque depuis son sommet historique. Mais depuis 2018 jusqu'aux 12 derniers mois, la société a multiplié les chiffres d'affaires par 4, presque 5. Nous avons aussi un résultat net qui est multiplié par plus de 7 fois. Donc, une société qui fait x7, mais qui baisse dans la bourse pendant la période. Mais maintenant, vous pouvez me poser une question, mais Michael, ça doit avoir quelque chose. Bon, la société, elle a son siège social en Israël. Et donc, vous savez dans quelle période on vit maintenant où il y a un conflit. Mais la société fait moins de 1% de son chiffre d'affaires en Israël. Aussi, la société a du stock, des produits pour les 9 prochains mois sans avoir besoin de passer par un réseau en Israël. La société, elle est cotée dans la bourse américaine, mais à cause des conflits, à cause de l'inflation, à cause des mauvaises perspectives, elle fait que baisser. Est-ce que pour l'investisseur de long terme, ça serait pas une bonne opportunité? On a un autre cas ici. Amundi, société très connue en France, qui a perdu 40% depuis son sommet historique en 2021. La société n'a jamais arrêté de payer des dividendes, entre parenthèses ici, seulement pendant la période de Covid, elle a arrêté, mais depuis qu'elle a commencé à verser des dividendes, elle a fait qu'augmenter les dividendes. La majorité des sites de finances, la majorité d'analystes vont vous dire, proche de
50 € Amundi est toujours un bon investissement. En achetant Amundi à ces moments, vous garantissez 8,42% des rentes passives par an. Évidemment, si la société ne coupe pas les dividendes. Mais si la société continue à verser des dividendes, peu importe ce qui arrive avec les prix de l'action, vous garantissez 8,42% des rentes passives. Sans compter avec les potentiels des hausses, car la société un jour elle était déjà cotée à 80 € et actuellement elle est à 48. Les gens de ma communauté sont habitués au fait que les baisses sont des opportunités. Parce qu'à chaque baisse, on essaye d'acheter le maximum possible d'actions. Et c'est ça une des variables qui nous fait en fait battre les marchés sur le long terme. Ça fait augmenter aussi la rente passive de nos portefeuilles à dividendes. Les baisses sont des opportunités. Vous devez donc avoir une stratégie bien établie, garder cette stratégie, et savoir et garder en tête surtout pour ne pas tomber sur des biais. Que si vous avez un horizon des 15 ans, 20 ans, 25 ans, tout ce que vous voulez maintenant, c'est payer moins cher. Car si vous payez plus cher maintenant, dans 20 ans, 25 ans, comment vous allez pouvoir renforcer des excellents actifs à un prix abordable? Je ne vais jamais arrêter de répéter donc que pour l'investisseur de long terme, vous devez commémorer à chaque baisse qu'on a dans les marchés. Si cette vidéo ici arrive à 400 likes, je vais faire une vidéo dédiée aux meilleures opportunités de marché. Les meilleures sociétés à dividendes, les meilleures sociétés small cap, les meilleurs indices à acheter pendant cette baisse de marché. Pendant la première semaine de chaque mois, j'ai fait des achats avec mon argent personnel devant tout le monde de ma communauté d'investissement. Si vous voulez avoir accès à ce type de contenu, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo car vous avez la liste d'attente pour rentrer dans ma formation. Maintenant, les places ne sont pas ouvertes, mais vous pouvez faire partie du prochain groupe qui va rentrer très bientôt. Ou si vous êtes pressé et si vous voulez savoir ce que je vais acheter après-demain devant tout le monde, vous avez accès à mon suivi des portefeuilles. Avec un abonnement mensuel de 39 € sans engagement, vous avez accès à mon portefeuille à dividendes, vous avez accès à mon portefeuille small cap américaine avec une mini formation avec l'historique d'achat et des lives déjà réalisés depuis le début du portefeuille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ici sur les commentaires. Suivez-moi sur Instagram, sur Club des Valeurs et je vous attends sur la prochaine vidéo.